Bonjour et bienvenue dans Semence Mag, le magazine qui vous dévoile les coulisses du monde de la semence. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture ici à Paris. Nous sommes sur le plateau Village Semence accueilli par SEMAE, l'interprofession de la semence en France. Au menu, à qui appartient le vivant? Vous croyez peut-être que tout s'achète, tout se vend, même le vivant. Vous croyez peut-être aussi que les grandes firmes mondiales s'accaparent toute la nature en déposant des brevets sur l'ensemble des plantes. Eh bien, c'est faux. Figurez-vous qu'il existe des brevets, bien sûr. C'est une partie de l'activité semencière et on va la décrire. Mais il y a un autre modèle, un modèle mondial dont la France et l'Europe sont les fervents défenseurs. Un modèle ouvert qui permet la recherche sans l'appropriation exclusive de la découverte. Ce modèle, c'est le certificat d'obtention végétale. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche et pour quels résultats? On va tout vous dire. Bienvenue dans l'étonnant monde des semences. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Et voilà, nous sommes en plateau. Bonjour Yolanda Huerta. Vous êtes conseillère juridique, directrice de la formation et de l'assistance à l'UPOV, l'Union internationale pour la protection des certificats d'obtention végétale. Bonjour Francesco Mattina. Vous êtes président de l'Office communautaire des variétés végétales. C'est l'échelon européen de l'UPOV dont Yolanda fait partie et est la représentante à cette table ronde. Et bonjour Laurent Jacquiot. Vous représentez, bonjour Laurent, vous représentez vous l'échelon français puisque vous êtes le chef du bureau des semences et des solutions alternatives à la DGAL, la Direction générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture. Alors, commençons par décrire le système des brevets. Qu'est-ce qu'un brevet, Francisco? Est-ce qu'on peut décrire le principe général? Oui, pour comprendre qu'est-ce qu'un brevet, on doit comprendre qu'on parle d'innovation. On parle d'innovation. Donc, qu'est-ce que c'est une innovation? Ce sont des créations intellectuelles dans tous les domaines. C'est une création intellectuelle. Une création intellectuelle, pas seulement dans le monde du végétal, mais aussi logiciel, technique, la mécanique. Musique, les films, la musique, c'est pareil. Etc. Propriété intellectuelle. Donc, propriété intellectuelle, une forme de propriété sur des créations. Qu'est-ce que c'est le brevet? Donc, c'est le système qui protège cette forme d'innovation par la voie d'un brevet. Un brevet, c'est un droit d'exclusif qui a une durée déterminée dans un territoire déterminé. C'est-à-dire que cette innovation brevetée, elle est à moi pour un temps duré dans un territoire. Exactement. Donc, c'est un principe classique de la propriété intellectuelle. On protège une création dans un territoire spécifique. Par exemple, au niveau de l'Union européenne, on a des droits qui s'appliquent dans une région. L'Union européenne, on considère qu'elle est une région. D'accord. Et ça marche aussi pour les plantes? C'est-à-dire qu'on peut déposer des brevets pour une plante ou une partie de plante? C'est possible, ça? On peut déposer des innovations dans le végétal, c'est-à-dire des gènes, des séquences de d'ANN, des séquences de gènes, un groupe de gènes, quoi. Exactement. On peut le breveter. Exactement. Mais on ne peut pas breveter les variétés. Dans l'Union européenne, dans le système européen, on ne peut pas breveter les variétés. D'accord. Par contre, dans d'autres pays ou d'autres continents, on peut breveter une variété, une plante entière? On a la possibilité de breveter et d'aller par la voie de certificat d'obtention. Dont on parlera tout à l'heure. Ça dépend des systèmes. D'accord. Exactement. Alors, précisons les différences, enfin, les caractéristiques d'un brevet. Si je dépose un brevet sur des gènes d'une plante ou sur une plante entière, si je suis aux États-Unis par exemple. Je parle sous votre contrôle et vous m'arrêtez dès que je dis une bêtise. Je dépose un brevet. Est-ce que quelqu'un d'autre peut utiliser cette plante? Non, on doit demander l'autorisation du titulaire du brevet et payer des royalties au titulaire du brevet. Il faut l'autorisation et payer des royalties, c'est-à-dire un droit d'utilisation. Oui, tout à fait. D'accord. On doit avoir un contrat de licence, par exemple. Un contrat de licence. Un contrat commercial entre le titulaire du brevet et l'utilisateur. D'accord. Et ça vaut pour tout le monde. Alors, parlons des plantes. Pour les agriculteurs, mais aussi pour les sélectionneurs, les chercheurs ne peuvent pas utiliser une plante, j'allais dire, librement, sans payer, sans demander l'autorisation. Exactement. Bon, vous êtes d'accord avec ça, Laurent? Je vous en prie.
Oui, je voulais juste préciser, on a évoqué le terme royalties. Il faut peut-être aussi recadrer à quoi sert la propriété intellectuelle. Oui. C'est-à-dire la propriété intellectuelle, ça sert essentiellement à rémunérer celui qui a créé. Que ce soit effectivement, vous avez cité la musique, que ce soit un créateur de musique, un compositeur, que ce soit un écrivain ou que ce soit un chercheur dans le domaine végétal ou pas. Donc l'objectif derrière, il faut bien l'avoir en tête, c'est que celui qui a créé ait une contrepartie financière pour qu'il puisse continuer à son travail, que ce soit son travail d'auteur ou que ce soit son travail de sélectionneur, comme le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Extrêmement important de bien préciser ça. On peut le comparer donc à la propriété d'une chanson ou d'un film. C'est la rémunération, finalement, le brevet. Et je précise que pour nos sélectionneurs français, nos entreprises semencières françaises, il y a un livre blanc que SEMAE, l'interprofession, vient de publier. Et j'ai lu dans ce livre blanc que 11% du chiffre d'affaires des entreprises semencières sont consacrés à la recherche pour trouver de nouvelles variétés, ce qui est un chiffre important, plus important que dans d'autres secteurs d'activité. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'est un brevet, on a bien compris comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on peut préciser les zones du monde et les volumes, même si c'est à la louche, où c'est appliqué? Est-ce que c'est dans certains continents où ça marche plus? Vous disiez c'est plutôt les États-Unis, l'Amérique ou pas? Qui veut répondre à ça? Ou est-ce que c'est le monde entier le brevet finalement? Non, je veux dire que c'est dans le monde entier. Je ne peux pas donner des chiffres, mais bien évidemment, après, ça dépend des secteurs de la technique. D'accord. Mais vous disiez qu'en Europe, on ne peut pas breveter une variété. Non, ça c'est clair. Ça c'est interdit. Ça c'était interdit, oui. On peut juste breveter une séquence de gènes. Tout à fait. Bon. Et ce qu'on ne peut pas breveter aussi, c'est quelque chose qui existe à l'état naturel ou qu'on peut obtenir de façon naturelle. C'est-à-dire que si vous avez croisé deux plantes ensemble, simplement fait de la sélection naturelle comme tout le monde pourrait en faire avec quelques techniques parfois, le résultat ne peut pas être breveté. Donc on ne peut pas breveter ce qui n'est pas une innovation technique tout de même. C'est extrêmement intéressant de le préciser, ça en effet. On ne peut pas breveter tout et n'importe quoi et la nature naturelle, entre guillemets, n'est pas brevetable. Alors face au système des brevets, il y a un autre système qui s'appelle le certificat d'obtention végétale. Alors, est-ce qu'on peut le présenter? Yolanda, est-ce que vous voulez nous le présenter? Qu'est-ce que c'est le certificat d'obtention végétale? Ok, merci Pascal pour ces questions et merci aussi pour ceux qui sont présents aujourd'hui pour l'invitation de SEMAE. Mais je dirais, on a tous peut-être mangé ce matin une très bonne peut-être pomme, la petit déjeuner. Peut-être on a aussi savouré une belle pizza. On a aussi peut-être apprécié un joli bouquet de fleurs avec une couleur de rose qui est différente. Tout ça, c'est grâce au travail des obtenteurs. En développant de nouvelles variétés qui répondent aux besoins de tous, c'est ça qu'on reconnaît par un certificat d'obtention végétale. Le travail de 10 ans peut-être pour une nouvelle variété de blé, ou même des fois 20 ans pour une nouvelle variété de pommes. Quelles sont les caractéristiques d'un certificat d'obtention végétale comparé à un brevet? Qu'est-ce que ça change? Voilà, comme était dit déjà par Francesco et Laurent, on a vraiment créé un système qui est vraiment spécifique pour les nouvelles variétés. Donc le fait qu'on peut distinguer un groupe de plantes d'un autre groupe de plantes par des caractères. Donc c'est vraiment spécifique pour ça. L'invention, les brevets, c'est vraiment très large, c'est tout l'état de la technique. Aussi, comme c'est vraiment spécifique, il y a des conditions qui sont particulières pour permettre justement octroyer la protection. Il y a des exceptions qui sont aussi spécifiques et je crois qu'on va parler un peu plus tard de ces exceptions des droits d'obtenteur. Là, vous mettez le point sur une caractéristique importante, c'est que le certificat d'obtention végétale, comme son nom l'indique, c'est spécifique aux végétaux. On est bien d'accord? Voilà, au groupe de plantes qu'on peut distinguer d'un autre groupe de plantes. Alors, comment ça fonctionne, Laurent? Donc, c'est le groupe de plantes dont parlait Yolanda, ça s'appelle des variétés. Donc, on a un catalogue au niveau européen de toutes les variétés qui sont commercialisables. On a un catalogue de toutes les variétés qui sont protégées au niveau européen. Et donc, c'est vraiment quelque chose de spécifique pour distinguer une variété d'une autre, effectivement. D'accord. Donc, quand moi, je suis, par exemple, chercheur ou sélectionneur, je croise, je fais mon travail de chercheur, j'invente une nouvelle plante plus productive, plus résistante, meilleure ou d'une couleur différente. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Est-ce que je suis protégé dans mes droits? Et est-ce que les autres peuvent s'appuyer sur mon travail pour continuer eux aussi leur travail? Comment ça fonctionne? Francisco ou Yolanda? Vous venez de toucher à un pilier fondamental du système des droits d'obtenteur. C'est l'exception de l'obtenteur. C'est qu'à partir de tout ça qui est déjà développé, que ça existe déjà, qui est même protégé, on peut tout de suite développer de nouvelles variétés. C'est-à-dire, on développe toujours de nouvelles variétés à partir de ça que c'est le plus intéressant du point de vue commercial, le plus intéressant du point de vue des agriculteurs. Donc ça, c'est un des points très forts du système d'obtenteur. Ça, c'est une grande différence avec le système du brevet. Laurent, vous vouliez ajouter? Oui, effectivement, le certificat d'obtention végétale, il a été fait à la fois pour avoir une juste rémunération de l'obtenteur, de celui qui a travaillé 10 ans pour sélectionner effectivement une nouvelle variété. Mais la grande différence par rapport à un brevet, c'est que c'est un dispositif qui a été conçu pour accélérer l'innovation variétale. Donc concrètement, si un sélectionneur a trouvé une caractéristique très intéressante, qui va lui donner un avantage concurrentiel sur le marché, ça va être par exemple une résistance à une maladie, la capacité de résister à la sécheresse, l'objectif du certificat d'obtention végétale, c'est que cette innovation puisse être à disposition de ses concurrents qui vont pouvoir l'intégrer dans leur propre variété. Et donc, il n'y a pas de verrou, ce qu'on appelle de verrou technologique. Cette innovation, elle est à la disposition des concurrents du sélectionneur qui vont peut-être mettre une dizaine d'années, effectivement, pour l'incorporer à leur variété. Mais ça permet que, 10 ans plus tard, l'ensemble du marché agricole, l'ensemble des agriculteurs bénéficient de variétés plus intéressantes d'un point de vue agricole. Ce qui veut dire que celui qui arrive après, qui voit qu'il y a une variété qui a été enregistrée, inscrite, qui est déjà sur le marché, il peut travailler sur cette variété. Deux petites questions toutes simples. Est-ce qu'il doit demander l'autorisation? Est-ce qu'il doit payer quelque chose? Est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus, Yolanda? Non. Francisco? Normalement, non. Non, parce qu'on a l'exception de l'obtenteur qui justement garantit l'accès au germoplasme, aux ampoules génétiques, on va dire. C'est l'exception de l'obtenteur. On peut utiliser une variété, travailler dessus pour faire une autre variété. On n'a pas besoin de demander l'autorisation. Non, et on peut la commercialiser sans doit payer des royalties au titulaire de la variété protégée. Et on ne paye pas de royalties. Non, on ne paye pas de royalties. C'est une sacrée différence. C'est extrêmement important d'expliquer ça. Ce qui veut dire que la recherche telle qu'elle est défendue avec le certificat d'obtention végétale, c'est un peu comme un escalier. Quelqu'un trouve une marche, une innovation, les autres peuvent s'appuyer dessus pour trouver une autre marche. C'est quand même assez extraordinaire. On ne l'imagine pas. On imagine que tout est breveté, que tout est propriété de certains, ce qui est faux, ce qui est très important. Il y a une deuxième exception dans le certificat d'obtention végétale, l'exception de l'agriculteur. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent Jacquiot? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Donc, l'exception de l'agriculteur, c'est une problématique assez importante. L'idée, en fait, derrière, c'est que l'agriculteur qui, dans son champ, a semé du blé, lorsqu'il va récolter quelques mois plus tard, il va récolter donc les grains de blé qui vont être destinés essentiellement à l'alimentation. Il peut en conserver une partie, finalement, pour réensemencer ses champs l'année suivante. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation. Le certificat d'obtention végétale permet ces exceptions pour l'agriculteur pour qu'il puisse réutiliser une partie de sa récolte pour réensemencer ses champs l'année suivante sans rien demander, sans devoir aller racheter directement des semences chez son marchand de semences. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les semences de ferme? Exactement. Ce sont les semences de ferme. Et voilà, le terme est assez parlant, effectivement. On garde une partie de la récolte de l'année précédente, on s'en sert pour semer notre campagne prochaine. Ça, c'est très important. Hein. Entre le certificat d'obtention végétale et les brevets, eh bien, il y a des exceptions, on va dire des souplesses, des aménagements qui permettent
aux agriculteurs, mais aussi aux chercheurs, aux sélectionneurs, de travailler librement, sans payer forcément, sans même demander l'autorisation, ou alors en payant à des coûts moindres, donc on ne va pas détailler, mais des coûts accessibles, j'allais dire, moins chers que si on devait payer un brevet. C'est extrêmement important. Yolanda, vous faites partie de l'organisation internationale, l'UPOV, qui défend et développe ces certificats d'obtention végétale dont on voit tout l'intérêt. Comment ça fonctionne, j'allais dire, votre organisation? Est-ce que vous gagnez de nouveaux membres? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on gagne la bataille, j'allais dire? Merci beaucoup pour ces questions, Pascal. C'est un grand plaisir de vous dire, c'était ici que l'UPOV était créé, à Paris. À Paris? À Paris. En quelle année? 1961. Donc, la convention UPOV, c'est un traité international qui crée un espace de coopération internationale qui permet de reconnaître justement le travail des obtenteurs en développant ces nouvelles variétés et la protection, comme était expliqué avant, au niveau national ou régional, comme c'est le cas par exemple de l'Union européenne. Donc, aujourd'hui, vous me posez la question sur le futur de l'UPOV. J'espère que grâce à la capacité de pouvoir communiquer mieux ce que c'est l'UPOV et ce qu'on fait, on est en train d'attirer aussi de nouveaux membres dans toutes les différentes parties du monde. Aujourd'hui, on est 78 membres de l'UPOV qui couvrent 97 États, Afrique, Asie, Amérique, Europe. Donc, quelque part, c'est une organisation pleinement au niveau international et la France, pays fondateur. Pays, j'allais dire, à la pointe de ce combat, hein, puisque si ça a fait. été fondé là, c'est qu'il y avait des raisons, certainement. Parce qu'on est un grand pays de semences, d'abord, et donc on voulait aussi travailler sur ce côté-là. Question à vous, Francesco, concernant l'innovation nécessaire, les avancées, le progrès génétique. Vous qui êtes à l'échelon européen, est-ce que les certificats d'obtention végétale vous permettent de bien avancer? Quel bilan vous en tirez? Bon, je pense oui, la réponse est oui, et je suis très optimiste pour le futur de l'UPOV et le futur de l'Europe dans les politiques actuelles. L'activité de recherche est une activité très longue, qui demande très longtemps des risques, oui, parce que c'est très difficile de trouver la bonne variété qui entre sur les marchés, qui répond aux soucis des agriculteurs. Donc c'est très difficile, c'est pas évident du tout. On a besoin de tous les outils possibles, hein, et c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir un système de réglementation homogène, harmonisé pendant tous les pays de l'Union européenne. Et le côté, j'allais dire, la capacité du sélectionneur de travailler sur le travail précédent d'un autre sélectionneur, ça permet ça de bien faire avancer la recherche? Oui, ça c'est indispensable. C'est comme un open source, un système open source. Open source. Et on a besoin d'avoir un pool de gènes riches. Oui. Et pas de bloquer l'accès. Bien sûr, bah oui, parce que si on bloque l'accès, ça bloque les avancées finalement. Voilà. On est bien d'accord. Ça c'est un concept clé du système. Carrément. Hein? C'est même, j'allais dire, la clé du système. On est bien d'accord. Un des clés du système, oui. Alors, question générale, il y a l'Europe, les pays, 97 pays concernés par le système des certificats d'obtention végétale. Il y a les États-Unis qui ne sont pas uniquement en brevet, mais qui ont aussi en partie le système de certification d'obtention végétale. Qu'en pensent les autres pays, j'allais dire les pays du Sud? Est-ce qu'ils ont un regard différent? Quelle est leur vision de la propriété intellectuelle? Est-ce qu'ils sont d'un côté ou de l'autre? Ou est-ce qu'ils défendent leurs intérêts? Comment voient-ils les choses, Yolanda? Merci Pascal pour cette question. J'étais justement ce matin avec un séminaire qui justement été demandé par un des pays en Asie qui veut devenir membre de l'UPOV. Et vous avez, c'est le Ghana qui a partagé son expérience avec ces pays. C'était quel pays asiatique? On peut le dire ou pas? Oui. Oui. Non, oui. on ne peut pas le dire encore. Oui, je peux le dire. C'était la Thaïlande. La Thaïlande. Voilà. Donc, je vous dis, c'est ça la force de l'UPOV, que les membres qui sont partis de cette communauté de l'UPOV peuvent porter leurs expériences à d'autres membres qui sont dans ces procédures parce qu'ils ont compris que les nouvelles variétés, c'est la clé pour le développement de l'agriculture, pour créer de l'emploi. Et le Ghana et beaucoup de pays d'Afrique, 70% de l'emploi, c'est dans les secteurs agricoles. Pour eux, c'est clé pour la création d'emplois, pour les jeunes,
pour les questions des changements climatiques. Donc là, c'est la clé. On a besoin de tous, comme Francesco et Laurent disaient, on a besoin de l'expérience de tous les membres de l'UPOV. Eh bien, on a bien vu que l'UPOV, c'était une technique, mais c'était aussi un esprit. Et cet esprit est en train d'envahir, j'allais dire, se développer autour de la Terre avec l'exemple de la Thaïlande et du Ghana. Voilà, on a fait le tour. J'espère qu'on a répondu à la question à qui appartient le vivant. On a vu qu'il n'y a pas que les brevets, mais qu'il y a un autre système défendu par l'Europe et créé ici en France en 1961. Merci de nous avoir suivis. Village Semence continue. Bonne journée à tous.